à vous tous et bienvenue sur ce plateau de questions ouvertes pour notre rendez-vous hebdomadaire avec l'actualité. À l'ordre du jour de cette semaine, une question: est-il judicieux d'interdire la burqa? La mission parlementaire qui planchait sur le port du voile intégral a eu bien du mal à se mettre d'accord sur quelques propositions finales. Le président du groupe UMP à l'Assemblée nationale, Jean-François Copé, quant à lui, persiste à défendre une proposition de loi qui viserait à interdire sur l'ensemble de l'espace public ce voile intégral. Alors, comment mettre en œuvre une réglementation qui soit applicable, efficace et qui ne porte pas atteinte aux libertés individuelles? Par ailleurs, en condamnant une pratique radicale d'une toute petite minorité, y a-t-il un risque de stigmatiser l'ensemble de la communauté musulmane? Nous allons tenter de répondre à ces questions avec l'aide, comme chaque semaine, d'éditorialistes de médias chrétiens. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur ce plateau Guillaume Goubert, bonjour. Bonjour Dominique. Vous êtes rédacteur en chef au quotidien catholique La Croix. Jean-Luc Mouton, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de la rédaction de l'hebdomadaire protestant Réforme. Alors avant de vous donner la parole à tous les deux, je vous propose un premier point de vue. C'est celui de Paul Valadier, que vous connaissez, j'imagine, théologien, jésuite, qui est un bon spécialiste connu des relations entre la religion et la politique. Alors, Émeric Coletta est allé le rencontrer, vous allez voir, c'est un point de vue très tranché, très personnel, et je pense qu'il va vous faire réagir. On regarde ces images. Première question à Paul Valadier, est-ce que la burqa est un signe religieux? Je crois que c'est très difficile à dire parce qu'un signe n'a pas de sens en lui-même, il a de sens par rapport à un ensemble. On pourrait dire la croix chrétienne, c'était d'abord un instrument de torture. Donc déjà, le sens du signe se prend dans un ensemble symbolique et ce sens lui-même, il est flottant. Donc la burqa, moi je dirais comme tel, c'est un vêtement, rien de plus. Mais si aux yeux d'un certain nombre de musulmans c'est un signe religieux, c'est donc un signe pour eux. Mais pour nous, je crois qu'il faut d'abord le considérer comme un vêtement et peut-être un vêtement insupportable à la vue. Pour Paul Valadier, le manquement aux libertés individuelles n'est pas là où on l'imagine. Imaginez quelqu'un en cagoule qui rentre dans un bureau de poste, on trouverait ça quand même un peu surprenant et on ferait plutôt appel à la police. Alors, au nom de quoi permettre à des femmes de se voiler ainsi dans la rue? Ce qui est atteint là, c'est plutôt notre dignité à nous. C'est une menace pour nous, parce que dans la vie commune, nous nous regardons. Et là, nous avons une asymétrie. Je suis vu sans voir la personne. Et là, je trouve qu'il y a un délit de citoyenneté, et je dirais même tout simplement d'humanité, qui est extrêmement grave. C'est ma liberté à moi, c'est notre liberté à nous qui est concernée avant même celle de la femme. Car après tout, si la femme est assez sadique pour s'enfermer derrière une cage, moi je n'ai rien à dire. Mais c'est plutôt moi qui suis atteint par ce geste et ce vêtement. Suite au rapport remis par la mission parlementaire au président de l'Assemblée nationale, les députés voteront une loi juste avant l'été. Bon, c'est une petite manie française que de multiplier les lois et de ne pas les appliquer ensuite. Mais en même temps, il ne faut pas jeter la pierre parce qu'effectivement, il y a un enjeu symbolique. Donc, je comprends que les députés s'en emparent. Je ne suis pas absolument sûr qu'une loi résolve la question. Il me semble que le président de la République a été clair là-dessus. Et il peut le répéter, estimant que la burqa n'a pas sa place dans un pays civilisé et que c'est une régression. Il n'a peut-être pas utilisé ce mot, mais moi je l'emploierais. Donc qu'au niveau symbolique, on manifeste que la burqa est une régression au niveau de la civilisation, ça je crois qu'il est important de le faire. Enfin, Paul Valadier nous délivre son point de vue. Pour lui, la burqa pose des questions sur un plan théologico-philosophique. Moi, ce qui me gêne, c'est que nous savons où nous devinons que le visage humain porte la trace du divin. Emmanuel Lévinas, le grand philosophe, l'a maintes fois dit, le visage est un signe du divin, de sa fragilité, de sa grandeur et de sa beauté. Voiler le visage, c'est voiler le divin. Et je trouve, comme chrétien, qu'il s'agit d'un acte d'impiété. Ces femmes-là manifestent leur impiété, contrairement à ce qu'elles disent, parce qu'elles voilent ce que nous avons de plus précieux, à savoir notre visage et notre rapport les uns avec les autres. Et donc, à ce titre-là, c'est sans doute un signe religieux d'impiété. Bon, alors une première réaction peut-être, Guillaume? Ma première réaction, c'est je crois qu'il n'y a personne, enfin je ne connais personne qui soit pour la burqa, en dehors de quelques cercles très radicaux du monde musulman. Je veux dire, personne n'est pour. Je veux dire, donc la question c'est de savoir quelle est la meilleure chose à faire face à ce phénomène aujourd'hui en France. Je n'ai pas personnellement le sentiment que la loi soit une réponse pertinente.
Mais en revanche, on proclame qu'effectivement, cette façon de se voiler le visage est étrangère à la conception que nous avons de la dignité de l'homme et de la femme, ça me paraît une bonne chose. Donc faisons-le maintenant, ici, sur cette antenne, que le Parlement le manifeste par un texte, je ne sais plus quelle est l'appellation, une résolution solennelle, merci Dominique. Oui, mais ensuite, aller du côté de la loi, personnellement, ça me paraît négatif. On pourra... Jean-Luc, vous êtes d'accord? Alors je suis d'accord. Plusieurs choses. D'abord, ce que dit Paul Valadier, moi, me paraît... c'est incontestable. La référence à Lévinas, moi j'avais écrit un texte aussi dans Réforme qui me paraît évident. Non, mais le visage, c'est un reflet du visage de Dieu. C'est vrai qu'il y a quelque chose qui nous choque profondément, qui ne va pas. Maintenant, la question que moi je me pose, c'est pourquoi ces femmes font ça? Pourquoi des femmes mettent ce voile? Alors on dit c'est leur mari qui les oblige, c'est leur père, etc. C'est vrai dans certains cas, mais c'est pas vrai dans tous les cas. Donc, qu'est-ce qui se passe avec ces femmes? Pourquoi des femmes volontairement le font? On a vu des témoignages de femmes qui n'étaient pas voilées, qui se sont voilées depuis quelques années. Donc, il y a là quelque chose qui nous interroge. Et ce quelque chose qui nous interroge, c'est, en fond, la rencontre de nos sociétés modernes, occidentales, libérales, ouvertes, avec la tradition de l'islam. Et cette rencontre se fait difficilement, se fait douloureusement. C'est pas les gens qui se voilent, ce sont pas des gens qui sortent du fin fond de l'Arabie Saoudite, qui étaient avant des Bédouins. Ce sont des Occidentaux qui sont cultivés, qui sont allés souvent à l'université. Ce ne sont pas des gens qui tombent comme ça, ce sont des gens de chez nous. Ce ne sont pas des étrangers qui viennent importer une culture qui ne serait étrangère. C'est une réaction. C'est une réaction de gens qui veulent dire quelque chose, qui veulent manifester une appartenance, qui veulent manifester une différence par rapport à nos sociétés. Et la question, c'est comment on traite ça? Est-ce qu'on traite ça par le mépris? On peut le faire, mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Est-ce qu'on dit, voilà, on va l'interdire, c'est étranger à nos traditions, on n'en parle pas? On peut faire ça. Mais la question, c'est que il nous est posé une question à nous, occidentaux, sur qu'est-ce qu'on fait, quelle place on donne à ces traditions religieuses, quels moyens ils ont de s'exprimer et de vivre ici. C'est une réaction. On a interrogé Régis Debray dans Réforme il y a quelques mois, et il dit que, en fait, c'est un frottement quand on se rencontre comme ça, quand la tradition ancienne rencontre la modernité. C'est un frottement qui est difficile et c'est douloureux parfois. Et c'est une manifestation de ce frottement. La question, c'est comment on y répond de manière intelligente et judicieuse. Faire une loi, réprimer, arrêter les gens dans la rue, ça n'a aucun sens. On voit bien la disproportion là par rapport au vrai problème. Guillaume Gobert, j'imagine que vous avez aussi cherché à la croix à vous intéresser aux raisons de ce phénomène de réaction de quelques femmes. Encore une fois, c'est une minorité qui mettent le voile intégral. Vous en avez tiré une lecture proche de celle de Jean-Luc Mouton? Assez proche de celle de Jean-Luc. Et de fait, il faut se poser la question de quelle représentation, quel respect nous avons pour le corps, pour le corps des personnes dans la société contemporaine. Et l'excès, encore une fois, je considère que c'est un excès déplorable qui consiste à se voiler, à se dissimuler entièrement. Il faut aussi se poser la question de savoir ce qui se passe à l'autre bout de la chaîne et dans une société où l'exhibitionnisme et l'impudeur a de plus en plus droit de cité. Il faut peut-être s'interroger sur ces deux excès, sur ces deux extrêmes. Vous avez entendu ce que disait notamment le cardinal 23 quand il disait que eux n'avaient pas à prendre position entre des excès d'un côté, le voile intégral, et de l'autre côté, éventuellement, des publicités, on voit des femmes dénudées sur un 4x4. Plus exactement, je trouve qu'il faut prendre position sur les deux. Et en l'occurrence, il faut déplorer les deux et se demander s'il ne faut pas retrouver un peu plus de pudeur dans la vie sociale, et que ce sera peut-être à ce moment-là plus facile pour certaines personnes d'échapper à la tentation de cet enfermement. Je le lirai un peu à un autre problème. Je pense que cette affaire de ces femmes qui s'enferment, en fait, je crois que le terme a été dit, et il est juste, ça nous montre aussi une société, une manière de vivre en société. Qui s'enferment en public, parce qu'on a vu certains témoignages où, dès qu'elles sont chez elles, bien entendu, elles sont maquillées éventuellement. Mais je crois la question, c'est toujours sur mon idée, comment on répond à cette rencontre entre l'islam traditionnel, enfin des gens qui retournent à un islam traditionnel qui n'y étaient pas au départ. En fait, c'est une réaction. Comment on répond à ça? Moi, je pense qu'un des biens une des valeurs qui me paraissent importantes vis-à-vis de ces thèmes d'enfermement, de sociétés qui sont un peu, comment dire, qui enferment et qui tiennent les gens en rêne, dans des rênes très strictes, c'est notre liberté, c'est la société de liberté dans laquelle nous sommes. C'est un bien formidable, je veux dire, qu'on puisse vivre et qu'on puisse manifester ses opinions, ses croyances, même s'habiller de manière très différente les uns des autres. Je pense que c'est quand même très important. Et le fond libéral de nos sociétés est un bien, quand on en sera en privé, et j'espère qu'on ne sera jamais privé, on se rendra compte
compte de combien c'est important. Et face à cette défense de la liberté, comment on répond? Est-ce qu'on répond en interdisant? Est-ce qu'on répond en mettant dehors? Est-ce qu'il n'y a pas une manière à inventer pour nous, sociétés libérales, de répondre à une agression qui est contre cette liberté? Je pense qu'on ne répond pas quand on défend la liberté, on ne peut pas répondre en interdisant. Je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On va suivre, on va faire le jeu de ces mouvements si on répond par l'interdiction. Jean-Luc parle de la liberté, c'est en effet une notion assez centrale. On a entendu la réaction de Paul Valadier quand il dit en quelque sorte c'est une atteinte à ma propre liberté de voir une femme derrière un voile intégral. On sait que les réponses des différents pays occidentaux sont différentes. En Grande-Bretagne, si ça ne pose pas de problème, ça choque moins. Qu'est-ce qui fait que ça peut être considéré comme une atteinte à la liberté, à la fois d'interdire le voile, mais de l'autre côté, pour la personne qui se trouve en face d'une femme voilée, de se sentir agressée par cette femme? À votre avis, est-ce que c'est véritablement un problème de liberté? Oui, bien sûr, il y a un aspect de liberté, mais moi je ne suis pas très sensible à l'argument du père Valadier sur le fait que ce serait une atteinte à ma propre liberté. Enfin, moi personnellement, je le ressens pas. Parce qu'il n'y aurait plus de relation avec la personne qui se trouve en face de vous. Plus aucune relation, puisque vous ne la voyez pas. Bien sûr, mais je veux dire, si des personnes fuient le contact et la relation, je ne vais pas les obliger. Ce serait aller contre la conception que j'ai du respect des autres. Donc, si des personnes fuient le contact, je ne peux pas les obliger. Donc, je ne suis pas très sensible à cet argument. Je voudrais dire que sur la Grande-Bretagne, c'est pas tout à fait aussi simple que ça, parce que en fait, d'une part, le gouvernement britannique s'est bien gardé de se prononcer sur le voile intégral. Sur le voile intégral, prononcé sur le hijab, mais pas sur le voile intégral, en disant que sur le hijab, ils n'avaient pas la même position que la France, c'est-à-dire sur le voile simple, si j'ose dire. Ils n'avaient pas la même position que la France, qui a proscrit le voile dans certains lieux. Et d'autre part, il y a eu des études d'opinion récentes en Grande-Bretagne qui laissent penser qu'une majorité de Britanniques sont plutôt hostiles au port du voile intégral. Donc, je ne suis pas sûr qu'il y ait d'énormes différences d'un pays à l'autre. On a peut-être un peu trop tendance à toujours opposer la pratique française et la pratique anglaise dans ce domaine. Voilà, donc moi je pense sincèrement qu'une des raisons pour lesquelles il ne faut pas faire de loi, c'est parce que ça va être extrêmement difficile à mettre en œuvre, ça va avoir un effet assez catastrophique sur l'image de l'attitude de la France et des Français à l'égard des musulmans, ça aura un effet négatif sur les communautés musulmanes en France, et ça aura également un effet très négatif sur les communautés musulmanes à l'étranger. Je veux dire, quand vous allez en étranger, on vous explique, on vous dit, mais pourquoi est-ce qu'en France le port du voile est interdit? Et dans ces cas-là, on a heureusement l'occasion de dire aux personnes, moi ça m'est arrivé une fois notamment en Palestine, de dire à la personne, mais non, le voile n'est pas interdit en France, il est interdit dans un lieu précis qui est l'école, mais il n'est pas interdit, et les autres signes religieux sont également proscrits. Donc je veux dire, il faut faire très très attention aussi à cet aspect des choses, c'est-à-dire qu'on projette une image de nous-mêmes à l'extérieur qui est absolument catastrophique. Alors un des thèmes qui est souvent abordé par ceux qui veulent interdire le voile intégral, Jean-Luc Mouton, c'est de dire qu'en quelque sorte c'est la République française civilisée, que le terme a été utilisé par Paul Valadier, civilisée, qui s'aperçoit qu'il y a des femmes qui sont soumises derrière ce voile intégral et qui veulent en quelque sorte les aider à sortir de cette soumission. Ça vous paraît un argument important? Oui, c'est ça, les libérer contre elles-mêmes en fait. Ou contre un père, ou un frère, ou un mari. Parfois ça peut avoir du sens. Mais cette idée de faire une loi générale en interdisant le port du voile intégral en France, dans tous les cas, dans tous les lieux, c'est inapplicable. De toute façon, ce serait arrêté. Ou c'est le Conseil constitutionnel qui le mettra en arrêt, ou c'est la Cour européenne des droits de l'homme. Parce qu'on ne peut pas imaginer, d'ailleurs c'est inapplicable dans la rue, dans les métros, dans le tout. Alors comment expliquez-vous qu'il y a une minorité importante à l'UMP, emmenée par Jean-François Copé, qui veut une loi? Alors ce qui m'embête un peu là-dedans, et je suis un peu gêné de le dire, mais c'est que quand même derrière cette affaire-là, il y a des présupposés et il y a des intentions politiques. C'est vrai qu'aujourd'hui on a l'impression qu'on fait certains partis, on va pas généraliser, certains hommes politiques font un peu leur beurre, comme on dit vulgairement, sur le dos de l'islam. On a vu ça avec l'histoire des minarets, c'était une histoire qui était passée en Suisse, on a pris feu en France de ça, c'est qu'à tous les coups, on tombe sur l'islam, on tombe sur le problème musulman. Alors, il ne faut pas dire qu'il n'y a pas de problème avec l'islam, il y a des problèmes avec l'islam, son adaptation à l'Europe est difficile, et c'est vrai qu'il y a une confrontation là. Je ne crois pas à la théorie du choc des civilisations, mais malgré tout, il y a un choc, il y a une période difficile à vivre. Maintenant, comment on répond à cette période? Si on s'amuse à monter les populations et à faire peur au nom de l'islam, je pense que l'islam pose déjà cette question. Si on agite cet épouvantail-là, je pense que là, on joue un jeu très dangereux. Et les hommes politiques devraient faire très attention à
à ce qu'ils disent par rapport à des gens qui vivent parmi nous, qui sont aujourd'hui des quelques millions et qui n'ont absolument pas tous les mêmes intentions. Vous faites une analyse semblable ou pas sur cette utilisation? Je suis désolé pour l'intérêt de ce débat d'être entièrement d'accord avec ce que vient de dire Jean-Luc. Je pense qu'il y a une communauté, il y a des croyants musulmans en France qui sont, comme on dit toujours, dans leur immense majorité des personnes qui vivent leur foi paisiblement. Ils sont très divers en plus. Tout comme les catholiques, les protestants, les juifs, comment dire, mettre en cause, comme on le fait, certains aspects d'une manière assez violente, certains aspects de la foi musulmane que, bon, encore une fois, il y a tout lieu de désapprouver, mais je veux dire, ça ne peut pousser que certains musulmans à se sentir exclus du débat dans la société française et du coup à se radicaliser vers des pratiques intégristes. Je repose la question que je posais à Jean-Luc Mouton. Est-ce que l'argument, un des arguments clés de ceux qui veulent interdire, qui est de dire qu'il faut aider ces femmes-là à se libérer, ne vous paraît pas un argument pertinent? Écoutez, moi, tous les témoignages que je lis dans la presse de femmes qui portent le voile ne donnent pas le sentiment qu'elles soient prisonnières. Elles ont fait un choix. On dit que ce sont souvent des convertis, des personnes qui se sont converties récemment à l'islam, pour un certain nombre d'entre elles, et qui donc, ce qu'on appelle le zèle des convertis, veulent pratiquer leur religion d'une manière relativement extrême. Alors bien sûr, celles qui sont prisonnières, c'est pas celles-là qui vont témoigner dans les médias. Je reconnais qu'il y a un biais. Donc il doit y avoir des cas de femmes qu'il faudrait libérer. Mais je ne suis pas sûr que ce soit en provoquant une crispation sur le sujet qu'on pourra engager le dialogue avec ces personnes. Je veux juste te dire qu'il ne faut pas donner l'impression qu'on trouve qu'il n'y a pas de problème et qu'il faut à tout prix que les femmes mettent tranquillement le voile intégral quand elles veulent. Je pense que ce qui a été dit, que dans une administration, quand on va faire des papiers d'identité, quand on est convoqué à tel et tel endroit, y compris à l'hôpital, et on a dit à l'école tout à l'heure, il n'est pas question de laisser faire là n'importe quoi, puisque c'est un lieu public qui a des fonctions. Par exemple, on ne va pas faire des cartes d'identité, des photos d'identité avec son voile. Donc on peut très bien mettre des limitations, à dire à tel endroit, dans tel lieu public où il y a besoin de montrer son visage, il n'est pas acceptable de se promener avec un voile. Mais c'est simple à faire. Donc, si je vous comprends bien, ça relève d'un règlement. Des règlements à l'école, à l'hôpital, à la mairie, dans les mairies, mais pas dans la rue, mais et pas dans les transports publics, c'est ça? Dans la rue, ça n'a pas de sens. Enfin, et moi, encore une fois, je m'inquiète un peu parce qu'on est dans une société qui, en principe, est une société libérale, et j'y tiens comme un bien précieux, et je pense que ce bien fait partie aussi des biens évangéliques. Enfin, ça me paraît une des valeurs de l'évangile, la liberté. Et petit à petit, on est en train de faire une société où on veut normer les choses. C'est-à-dire, on n'a pas le droit de dépasser. C'est pareil pour les sectes. On a l'impression parfois que, là, on peut croire ça, mais croire ça, c'est tout à fait interdit. Il faut se méfier de notre tendance à vouloir à tout prix tout régimenter, réglementer. Ces femmes ont des comportements qui nous choquent, on est tous d'accord, mais est-ce qu'il faut vraiment leur interdire contre elles, contre leur volonté? Je ne sais pas si là, on ne prend pas une voie un peu dangereuse. Alors, la mission parlementaire, sensible à cette critique qui pouvait être émise, de dire attention, vous allez vous en prendre à toute la communauté musulmane, essayer de réfléchir sur des possibilités, d'émettre des propositions qui contrebalancent en quelque sorte l'interdiction, ou en tout cas la condamnation du voile intégral. Guillaume Goubert, le fait que des propositions comme instaurer un jour férié avec l'Aïd el-Kébir, d'instaurer éventuellement une réflexion sur l'islamophobie, ce sont des mesures qui pour finir n'ont pas été retenues. Est-ce que vous pensez que ça aurait été intéressant d'avoir des mesures qui auraient équilibré par ailleurs cette notion d'interdiction ou de condamnation du voile? Alors, je constate déjà que ces mesures n'ont pas été retenues. Elles ont été laissées de côté. En partie pour un argument recevable qui est de dire on discute, avec le voile, on discute d'un problème qui n'est pas un problème religieux, mais un problème de sécurité publique, etc. Enfin, bon, mais il y a ambiguïté. Mais il y a une ambiguïté. Alors, ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est que les mêmes suggestions ont été faites, si je ne me trompe pas, il y a 5 ans par la commission Stasi au moment du voile, et rien n'a avancé depuis. Donc, je veux dire, c'est ça qui est préoccupant. C'est qu'effectivement, il y a des choses à faire pour que les musulmans se sentent complètement partie prenante de la collectivité nationale. Et peu de choses ont été faites ces dernières années dans ce domaine. Bon, il y a quand même eu des progrès, même si c'est des progrès qui sont parfois un peu ambivalents, un peu compliqués, mais bon, l'existence d'un Conseil français du culte musulman, c'est, moi, je pense, quand même plutôt une bonne chose qu'une mauvaise. Donc, il y a un certain nombre de projets de lieux de culte qui ont pu avancer et se réaliser, ou qui sont en voie de l'être. Donc l'islam sort des caves et des garages, c'est une bonne chose également.
Donc, mais on voit bien qu'il y a des sujets sur lesquels ça n'avance guère et que la question d'un jour férié, alors sur le plan pratique, il faut bien reconnaître que ce ne sera pas très facile à faire. Souvenons-nous du lundi de Pentecôte, ça a quand même été un grand psychodrame national. Donc, introduire un nouveau jour férié dans tout ça, comment est-ce possible et tout, ça doit l'être. Mais bon. Jean-Luc Mouton, vous seriez favorable à ce qu'il y ait des jours fériés en quelque sorte mobiles où chaque religion, chaque confession pourrait choisir les uns une fête chrétienne, les autres une fête musulmane? Je ne suis pas très sûr que c'est sur ça qu'il soit une bonne idée. Je pense que, malgré tout, notre pays a été façonné par le christianisme, par l'histoire du christianisme, disons du judéo-christianisme, et c'est assez normal que les fêtes chrétiennes soient célébrées aujourd'hui, d'autant plus que beaucoup de gens les font sans savoir le sens. C'est-à-dire, mais alors, par contre, qu'il y ait une fête en plus, montrer l'ouverture et l'accueil, la présence de la communauté musulmane en France, pourquoi pas? Mais de changer nos fêtes et faire des fêtes à géométrie variable, je ne sais pas si c'est une très très bonne idée. Je ne sais pas si c'est ça la demande. Mais il serait sans doute bon que la République française dise clairement ce qui se fait déjà beaucoup dans la pratique, mais qui mériterait d'être, disons, acté d'une certaine façon, c'est que par exemple le jour de l'Aïd, les musulmans ont le droit de prendre un jour de congé, et que peut-être ce ne soit pas compté comme justement retiré, enfin je sais pas, il doit y avoir moyen de trouver quelque chose qui permette aux musulmans de se sentir reconnus comme croyants dans le fonctionnement social. Je pense que nous aurons l'occasion de poursuivre ce débat. Je vous propose de passer à notre rubrique Contrepoint. Guillaume Goubert, en dehors du voile intégral, y a-t-il d'autres sujets pour manifester un point d'exclamation, d'interrogation ou de suspension de votre côté? Mon point d'exclamation, clairement, ce sont ces informations qui ont été publiées cette semaine à Rome sur les pratiques de mortification qui auraient été celles de Jean-Paul II. On dit qu'il se flagellait, c'est ça? Voilà, c'est ce qu'on dit, c'est qu'il s'infligeait, semble-t-il, le vendredi saint, notamment, il s'infligeait il se flagellait. Voilà. Moi, je suis personnellement très choqué que ces informations soient mises sur la place publique. Si Jean-Paul II avait estimé que ça faisait partie de son rôle de pasteur d'évoquer cet aspect de sa vie personnelle, il a eu de nombreuses années pour le faire. S'il ne l'a jamais fait, c'est sans doute parce qu'il estimait que c'était de l'ordre de sa vie privée et qu'il ne voulait en aucun cas se poser en modèle dans ce domaine. Et je trouve que c'est vraiment, je veux dire, ce n'est pas respecter la vie intime des personnes que de mettre sur la place publique ce genre de choses. Je sais qu'historiquement, ça s'est beaucoup fait dans les procès de béatification. Mais alors, dans ce cas-là, disons que c'est bien la preuve que béatifier quelqu'un aussi peu de temps après sa mort pose question. Jean-Luc Mouton, la mortification, c'est une preuve de sainteté à vos yeux? Je ne prononcerai pas. Vous, le protestant? Ça me paraît une pratique tout à fait étrange, mais bon, disons que je le respecte comme étant une pratique spirituelle, mais que je comprends que de très très loin, même si je peux respecter le sens du vendredi saint, si c'est dans ce sens-là, mais je ne pense pas que le Christ me demande ça. Enfin bon, je peux passer à un autre domaine qui est tout à fait plus pragmatique, plus politique. Le mien, oui. Moi, je suis assez fâché contre le Parti socialiste et Martine Aubry en particulier, parce que j'ai commis un article que j'ai publié mardi, qui va sortir d'ailleurs aujourd'hui, en disant au fond, en me réjouissant de l'ouverture qu'avait opérée Martine Aubry, en lâchant, et je pense qu'elle a bien réfléchi, elle l'a pas fait au hasard, en lâchant qu'on pourrait toucher à la fameuse sacro-saint de 60 ans pour la retraite, donc elle a dit qu'on pouvait aller jusqu'à 61, 62 ans, qui est une discussion que tout le monde a en privé. Et là, maintenant, la machine arrière qui a été opérée hier soir, en fait, en 10 ans, on ne peut pas se permettre d'être d'accord avec le gouvernement, donner un blanc-seing au gouvernement pour discuter avec eux, parce qu'on a les élections régionales qui viennent, et donc on ne pourra pas profiter de mon contentement aussi fort qu'il existe pour gagner les élections. Et bien ça, c'est de la politique, tout le monde le sait, mais c'est très triste au fond, parce que il y a un vrai sujet qui sont les retraites, qu'il faut travailler ensemble, et tout le monde le sait, parce qu'il y a du clivage droite-gauche, mais il y a surtout un vrai problème pour toute la société française. Et si on n'est pas capable de le traiter ensemble, ben c'est à désespérer un peu de la politique. Voilà, c'est pas forcément très positif ce que je dis là. Guillaume, mais on espère qu'un jour ça change. Guillaume, l'âge légal et l'âge réel de la retraite, c'est tout le débat aussi des mois à venir. Ah oui, certainement. C'est un débat très très lourd pour la société française. Quand on voit le nombre de... Là, il y a des chiffres qui sortent ces jours-ci sur le nombre de centenaires dans la société française. Ouais. On serait le 2e pays au monde pour le nombre de centenaires après le Japon, et on sait que c'est quelque chose qui va... Il faudra faire quelque chose. Eh ben, on peut pas rester sans rien faire. Donc, je sais pas... Donc, il faut que les politiques s'y mettent.
c'est ça? Oui, moi je pense que c'est un sujet, c'est un sujet qui est complètement au-delà des clivages politiques et il faut réfléchir. Et plus on acceptera d'entrer dans la discussion, plus on a de chances d'arriver à une solution équitable pour l'ensemble de la société. Donc on fait un appel, à Martine Aubry, au PS. Revenez sur votre dernière position et allez discuter. Eh bien, je ne sais pas si elle entendra. En tout cas, moi, ce que je sais, c'est que cette émission s'achève. Vous pouvez la revoir ou réagir en consultant notre site www.ktotv.com. Je vous remercie, Guillaume et Jean-Luc, d'avoir participé à cette émission. Pour ma part, je vous souhaite une très bonne fin de semaine, un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.